Bonjour, Monsieur le juge en chef. Bonjour, Mme Bégin. On va commencer par le dossier du juge Brown, la démission, donc cette semaine. Ça fait en sorte que le dossier est clos devant le Conseil de la magistrature. On ne saura finalement jamais ce qui s'est vraiment passé. Je sais que vous ne pouvez pas commenter sur ce dossier précis-là, mais est-ce que vous comprenez que pour plusieurs, le processus ait manqué de transparence? Ouais, c'est sûr qu'il y a plusieurs, quand même, des faits relatifs à cette histoire-là étaient quand même connus dans la sphère publique, mais c'est sûr que la fin ultime du processus, qui était recherchée par le Conseil canadien de la magistrature, si vraiment les allégations étaient bien fondées, mais ça leur a amené éventuellement à la révocation du juge. Maintenant, puisque le juge a démissionné, bien, ça règle la question. Et le but ultime, si tant est que les allégations avaient été établies, a été obtenu. Ouais. Alors, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez dit cette semaine, en faisant votre bilan, que le processus devait être plus transparent, plus efficace. Qu'est-ce qui peut être fait justement à cet égard? Indépendamment de l'affaire Browns, là, depuis déjà 2018-2019, j'ai demandé à ce que des amendements soient apportés à la loi sur les juges pour réformer le processus de conduite judiciaire, parce que j'estime qu'il était trop long, trop coûteux et pas efficace. Et ça a donné lieu à des délais épouvantables dans certains cas et des conséquences inacceptables. Je pense entre autres à l'affaire Giroir qui a duré plusieurs années, qui a coûté des millions. Alors, je demande ça depuis longtemps. Le gouvernement a déposé un projet de loi il y a déjà quelques années, en 2021. Ça a commencé par le Sénat, ça a été... c'est mort au feuilleton, ça a été repris au Sénat, ça a été transféré à la Chambre des communes sous C9, qu'on connaît maintenant, C9. Et le C9 a été adopté par la Chambre des communes. C'est donc monté au Sénat. Le Sénat a fait des propositions d'amendement. C'est redescendu maintenant à la Chambre des communes. Le ministre de la Justice a dit qu'il était contre la majorité des amendements parce que ça allait à l'encontre des objectifs de la réforme. Je suis d'accord avec lui. Et j'ai bon espoir, c'est encore devant le Parlement, imaginez, j'ai bon espoir que cette législation-là va être adoptée finalement très bientôt. Là. Finisse par être adoptée. Qu'est-ce que C9 aurait changé dans le cas du juge Brown? Alors, sans parler évidemment du cas du juge Brown, mais le C9 a plusieurs dispositions qui font en sorte que l'on raccourcit les étapes du processus d'étude des plaintes, par exemple. On rend ça beaucoup plus transparent. Il y a des dispositions qui prévoient dans quelles circonstances une plainte doit être dévoilée. On enlève également, on empêche les moyens interlocutoires, des révisions judiciaires, des appels durant le processus disciplinaire. Donc, ça réduit de beaucoup les coûts, la durée, tout en respectant quand même l'obligation que nous avons de ne pas, évidemment, révoquer un juge pour des raisons frivoles. En d'autres mots, ça doit être des raisons sérieuses. C'est pas parce qu'on n'aime pas un jugement que l'on doit demander la révocation du juge. Alors, il y a tout quand même ce principe-là qu'on doit garder à l'esprit. Et donc, c'est une question de mesure là, entre, d'une part, la protection du public, pour s'assurer que les juges qui n'ont pas respecté le code d'éthique où les principes d'éthique ne puissent plus siéger, mais en même temps, protéger aussi la réputation du juge et l'indépendance judiciaire pour ne pas révoquer un juge parce qu'on n'est pas d'accord avec une de ses décisions. Ce qui est très important. Donc, à la suite du départ de la démission du juge Brown, la Cour suprême se retrouve avec 8 juges, perd un représentant de l'Ouest canadien. Quel impact ça va avoir sur les travaux de la Cour suprême? Moi, je vous dirais qu'il n'y a aucun impact. C'est sûr que l'on aimerait avoir un panel complet, là, et c'est ce que j'ai demandé au premier ministre qui est chargé de nommer le prochain ou la prochaine juge, de le faire avec diligence. Mais on fonctionne déjà depuis le mois de février, depuis le moment où et le juge Brown et moi-même avons convenu qu'il était préférable pour lui de quitter la Cour. Le 1er février. On a siégé depuis ce temps-là à 7 juges, à 5 juges dans les cas qui ne demandaient pas la présence de 7 juges, et on a rendu des jugements depuis ce temps-là. On va continuer. Dans l'histoire de la Cour, on a siégé beaucoup plus souvent à 7 juges qu'à 9 juges. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact sur la façon avec laquelle la Cour va déposer ses jugements. Bon. Vous le dites, c'est la prérogative du premier ministre de nommer les juges à la Cour suprême. Quel type de profil, je dirais, ça prendrait pour remplacer le juge Brown?
Ouais, en fait, comme vous le dites, c'est la prérogative du premier ministre de choisir là ou la prochaine juge. Maintenant, moi, je vous dirais que ce qui est très important dans une cour comme la nôtre, c'est la collégialité. Alors, ça prend un individu qui, de par son caractère, va bien s'entendre avec les autres, qui est ouvert aux idées des autres, qui est collégial et sur la forme et sur le fond, et qui doit aussi être bilingue. Mais bilingue, ça veut dire pouvoir s'exprimer par écrit, oralement, pouvoir échanger également dans les 2 langues officielles. Quant au reste, bien, il appartiendra au premier ministre de choisir la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Parce que ce n'est pas une obligation légale de faire en sorte qu'ils proviennent de l'Ouest canadien. Non. La seule obligation légale, c'est pour les juges qui viennent du Québec. Oui. Alors, de par maintenant la Constitution, il doit y avoir toujours 3 juges du Québec. Il y a une tradition qui veut qu'il y ait également 3 juges qui proviennent de l'Ontario et qu'il y ait 2 juges qui proviennent de l'Ouest canadien, incluant les territoires du Nord-Ouest, et un juge des provinces maritimes. Mais c'est une tradition. En d'autres mots, le premier ministre peut toujours passer outre à la tradition. Mais j'ai compris, d'après les propos du ministre de la Justice, là, que fort probablement le ou la prochaine candidate ou candidat proviendrait des provinces de l'Ouest. Là. Et vous vous attendez à ce que ce poste-là soit comblé quand? Le plus rapidement possible. Oui. Et, parce qu'on reprend nos audiences au mois d'octobre, au début octobre. Il faut les préparer, ces audiences-là. Et donc, il serait important là, qu'il y ait une diligence de la part du premier ministre pour nommer la personne dès que possible et au plus tard pour le début de nos audiences au mois d'octobre. Oui, vous êtes dès que possible. Ça m'amène à vous parler de tout le processus de nomination des juges au pays. On se rappelle que vous avez fait parvenir une lettre au premier ministre pour mettre un peu de pression parce que, bon, actuellement, on parle de à peu près 80 postes vacants, c'est ça, au pays. Au pays. À combler. À combler. Bon. Quel impact, justement, ça a, le fait qu'il y ait autant de postes vacants au pays à combler? Il y a un impact important. Il faut comprendre là, que le système de justice fonctionne avec des moyens limités. C'est sûr que ce sont les provinces qui doivent financer le système de justice, mais le fédéral a un rôle à jouer au niveau de la nomination des juges fédéraux. Et quand il y a des postes qui sont vacants, ça veut dire que c'est d'autres juges qui doivent prendre la charge de ceux qui ne sont pas encore nommés, entraînant toutes sortes de problèmes au niveau de la surcharge de travail. Il y a maintenant de plus en plus de problèmes de santé mentale et de problèmes d'anxiété chez les juges fédéraux à travers le pays. Il y a également une situation où les juges doivent choisir quel dossier va procéder. On ne devrait pas forcer un juge à choisir quel dossier doit procéder par rapport à un autre, et surtout en matière criminelle, parce qu'on doit respecter les délais en matière criminelle. Un citoyen a le droit d'avoir son procès criminel dans un délai raisonnable. Oui. Et la Cour suprême a décidé que le délai raisonnable, c'est 30 mois lorsque c'est devant la Cour supérieure. Alors, ça peut apporter des cas. Ça peut apporter des cas où il y aurait un arrêt de procédure parce que les délais n'ont pas été respectés, parce qu'il n'y a pas de juge disponible. Alors, c'est pas rien, là. Et c'est pas la seule cause des retards puis des délais. Il y a toute la question également de manque de ressources judiciaires où le personnel manque dans tous les palais de justice au Canada. C'est la même situation partout. Ou manque de financement également au niveau technologique, au niveau des ressources. Mais on peut quand même au moins suppléer au problème en partie en nommant les juges lorsque les postes sont vacants. Et habituellement, un juge qui se retire de la Cour va transmettre un avis, un délai de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, là, le gouvernement sait qu'il y a un poste de disponible et pourrait donc prendre les moyens pour nommer ces juges-là. Et dans les cas des juges en chef également, on a remarqué que les postes de juges en chef ne sont pas comblés rapidement. Le poste de juge en chef de la Cour supérieure, juge en chef adjoint de la Cour supérieure au Québec, est vacant depuis 15 mois. Et c'est un des districts judiciaires les plus occupés au Canada. Mais qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps? Quelle est votre lecture de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais laisser à d'autres le soin d'expliquer. La seule chose que je sais, c'est que j'ai, suite à l'envoi de la lettre, qui fait suite à une réunion du Conseil canadien de la magistrature au mois d'avril dernier, les juges en chef, les 42 juges en chef du pays, se sont plaints et m'ont demandé de faire quelque chose et d'informer les plus hautes instances au pays, ce que j'ai fait dans une lettre qui se voulait privée à l'origine, mais dont le contenu est maintenant bien connu. Et dans cette lettre-là, j'expliquais au premier ministre, écoutez, là, la situation est grave.
Et ce n'est pas simplement une question de combler les postes, mais ça peut avoir un impact sur la valeur et la nature de la démocratie si les gens commencent à perdre confiance dans les institutions. Donc, des impacts importants quand même. Avez-vous eu une réponse du premier ministre? Le premier ministre m'a appelé suite à la réception de ma lettre. Et donc, ça témoigne quand même d'un souci là, et de la réalisation que le problème est important. Et je lui ai expliqué verbalement ce que j'avais mis dans ma lettre. Elle a fait des conséquences importantes, là, des non-nominations. Et il a reconnu qu'effectivement, il allait faire les efforts nécessaires pour continuer à nommer les meilleures candidatures et essayer de régler le problème. Ça a été une conversation assez courte. Alors, on verra. Oui. Donc, vous espérez que le bureau du premier ministre va s'attaquer à ce problème-là? Moi, je donne la chance au coureur. Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême, merci beaucoup. Merci, madame. Merci.